On refait la semaine économique avec Christian Parizeau, économiste en chef et responsable de la recherche chez Aurel BGC. Bonjour Christian. Bonjour. Alors, on commence peut-être par les banques centrales, puisque Jérôme Powell, le président de la Fed, s'est exprimé hier, et la Fed a augmenté ses taux d'un quart de point cette semaine. Qu'est-ce qu'il faut en déduire? À quoi faut-il s'attendre? Alors, fort heureusement, le petit discours qu'il a fait, il a redit un peu ce qu'il avait dit en conférence de presse suite à la hausse des taux de la Fed. Ce qui est intéressant, c'est le positionnement aujourd'hui de la Banque centrale américaine. C'est d'une part de dire la situation est exceptionnelle. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu, on a tout, quoi. On a de la croissance, on n'a pas d'inflation, on est en situation de plein emploi, donc c'est merveilleux, c'est presque le meilleur des mondes, ça va très bien. Le rêve américain. Voilà, là on est vraiment au zénith de l'économie américaine. Donc la position de la Fed aujourd'hui, c'est de dire si on veut maintenir le plus longtemps possible, parce que ça ne durera pas éternellement, eh ben, il faut qu'on monte les taux. Donc il justifie un peu la normalisation aujourd'hui des taux directeurs en disant si on fait rien, eh ben, si on fait rien, on prend le risque d'avoir, alors globalement surtout une surchauffe, hein, c'est ce qui leur fait peur aujourd'hui, c'est-à-dire que l'économie aille trop bien, aille trop vite, que les tensions inflationnistes se traduisent par des vraies tensions sur les indices des prix et que finalement là à ce moment-là on soit obligé d'appuyer sur le frein de manière assez violente et on aura une récession. Donc il justifie tout son positionnement aujourd'hui pour dire j'agis un peu de manière préventive, mais c'est une garantie qu'on va poursuivre dans ce rythme-là et qu'on aura un peu cette quadrature du cercle idéale pour la croissance américaine. Non mais Christian, 4 hausses cette année et 3 l'année prochaine, on n'appuie pas sur le frein là? Alors, non, alors ça, faut reprendre le discours. C'est vrai que, alors il y a le fait qu'on vient de taux très très bas. Donc vraiment, c'est un début de normalisation. Alors après, ils ont tout un discours en nous disant, on veut revenir à ce qu'on appelle le taux neutre. Alors ils nous disent le taux neutre à long terme, c'est 3%. Mais le taux neutre de court terme, il peut être au-dessus ou en dessous des 3%. Donc en gros, on ne sait pas. Et ils ne savent pas aussi quel est le bon niveau du taux neutre. Et c'est là que j'ai un petit problème dans la communication de la Banque centrale. C'est que contrairement à la BCE, on en reparlera peut-être, il y a ce qu'on appelle des forward guidance. On nous dit très longtemps à l'avance ce qu'on va faire. Du côté de la Fed, on nous dit on va regarder l'impact de notre politique monétaire, on va regarder comment réagit l'économie. Moi pour l'instant, il nous a dit je vois pas l'immobilier souffrir de la hausse des taux, je vois pas le retournement du marché automobile, c'est pas un problème de crédit à la consommation. Donc pour moi, ma politique aujourd'hui ne pèse pas sur l'activité. Après, j'agirai. Donc c'est un peu le problème parce qu'ils nous disent on va monter 3 fois les taux l'année prochaine, on se rapproche des 3%, donc on pourrait se rapprocher de ce taux neutre et dire on va marquer une pause, mais il nous dit mais on regardera ce que fera l'économie. Et là, on n'a pas vraiment beaucoup de visibilité. Ce qui veut dire qu'on dit toujours ils sont behind the curve. Vous savez, c'est le fait que la Fed réagit après les marchés obligataires. Là, ils sont behind the data. Mais dans le sens que si on a 3 indicateurs économiques un peu forts, eh ben, ça peut faire surréagir la Banque centrale ou ça peut changer en tout cas son discours. Donc, ce qui me fait dire qu'aujourd'hui, ce qu'il va falloir regarder, c'est peut-être plus forcément le discours de M. Powell, c'est leurs indicateurs avancés. Si vous avez les salaires qui commencent à être vraiment en forte accélération, ça commence, hein, mais si ça vraiment ça se poursuit, et si surtout on a 3 statistiques d'inflation un peu fortes, là on va avoir les marchés qui vont réagir très fortement parce qu'il nous a rien promis et clairement il y aura une réponse de la politique monétaire derrière. Donc ça sera un signal de risque de surchauffe de l'économie, donc de réaction de la Banque centrale. Donc vous pourrez commencer à dire sur les marchés, on a un risque de fin de cycle. Je ne sais pas si ça sera la fin de cycle, mais en tout cas on a ce risque qui remontera et ça sera un vrai élément baissier pour Wall Street. Parce que là aujourd'hui c'est vrai que pour dire Wall Street va se cracher, Wall Street va pas, franchement quand je viens vous voir et je vous dis on est en plein emploi, il n'y a pas d'inflation et tout va bien, bon, on continue, on achète. Donc c'est vrai que le discours économique est très positif, mais attention, on a l'impression qu'on est à l'optimal et que c'est très fragile et que ça peut se retourner très vite sur quelques indicateurs économiques, sur des erreurs statistiques, on pourra avoir une réaction de Wall Street un peu négative, on va dire. Alors vous venez de l'évoquer, c'est que la BCE n'est pas dans la même situation. La BCE ne bouge pas ses taux et ça jusqu'en septembre 2019. Mais c'est peut-être qu'aussi l'économie n'est pas du tout dans la même situation. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que la croissance soit terminée en zone euro ou est-ce que c'est juste un ralentissement temporaire selon vous? Je dirais que le gros problème de la BCE, et c'est un vrai problème qu'on peut mettre en avant par rapport à l'actualité sur le risque commercial et le risque sur le commerce mondial, on a vu que l'OMC a un petit peu révisé à la baisse ses projections du commerce mondial, c'est que le ralentissement de début d'année, maintenant qu'on a un peu les statistiques de ce qui s'est passé, c'est en grande partie l'extérieur. C'est pas la demande intérieure. Alors, je parle de l'ensemble de la zone, hein, parce que la France est un peu un cas à part, mais si on regarde l'ensemble de la zone, ce qui a le plus pesé finalement, c'est le commerce extérieur. La demande intérieure est restée assez dynamique. Donc on est face à un élément un peu problématique, c'est que l'Europe, son problème c'est les autres. C'est-à-dire que son problème c'est M. Trump avec sa guerre commerciale. Si ça affecte vraiment les échanges, l'Allemagne va en souffrir et derrière ça va dégrader la conjoncture. Mais si on regarde aujourd'hui intrinsèquement ce qui se passe dans la zone euro de manière agrégée, après
il y a des dispersions, mais de manière agrégée, c'est plutôt bien. On a une demande intérieure, une consommation qui se maintient, un investissement qui est pas mauvais, donc on peut pas dire que la zone euro se porte mal. Maintenant, ce que nous dit Draghi, c'est qu'il ménage parce que d'un côté, il a l'Allemagne où on sent qu'il y a des tensions salariales qui commencent à poindre, on sent qu'il y a quand même une inflation un peu plus dynamique qui est en partie justifiée parce que l'Allemagne est beaucoup plus avancée dans son cycle, et face à peut-être une Europe du Sud ou une France qui est peut-être un peu plus à la peine. Donc lui, ce qu'il dit aujourd'hui, c'est qu'on fera rien, on vous donne une visibilité, mais on va quand même sortir de cette politique ultra accommodante. Mais il dit juste, pour qu'on obtienne nos prévisions d'inflation, nos prévisions de croissance, il faut qu'on maintienne cette politique monétaire ultra accommodante, mais il nous commence à nous préparer à la sortie. Par contre, l'avantage qu'on a, je pense, avec la BCE, c'est qu'on a peut-être plus une stratégie, une visibilité de ce qu'ils vont faire, et on va dire qu'il va s'accommoder des prochaines statistiques pour encadrer ça et pour dire, voilà, si l'inflation est un peu forte, mais c'est normal, c'est parce qu'on a maintenu les taux bas que l'inflation est un peu forte. Donc il va encadrer ça dans sa politique monétaire pour essayer de justifier un peu sa politique monétaire, mais c'est vrai qu'il y a peut-être une pression un petit peu, parce qu'on voit qu'il y a une situation un peu en Allemagne un peu plus tendue que dans le reste de la zone euro, mais avec toujours cette fragilité, c'est l'extérieur, et si vraiment il y avait une guerre commerciale Chine-États-Unis par exemple, la zone euro, alors c'est pas juste, mais la zone euro pourrait être peut-être plus impactée que les États-Unis, qui sont beaucoup moins dépendants de l'extérieur. Alors ça serait négatif pour les États-Unis, mais vous voyez, en termes d'impact économique, l'impact serait un peu plus fort sur l'Europe finalement. Alors on reste dans la zone euro et on reste dans l'actualité avec le déficit budgétaire italien. Finalement, on a quand même réussi à avoir un projet budgétaire hier annoncé par le gouvernement, mais qui est bien au-dessus de ce qui était attendu, en tout cas de ce qui était demandé par Bruxelles. Quel va être l'impact? Il y a un vrai risque là sur les marchés de taux? Déjà, 3 chiffres. Premier chiffre, c'est ce que l'ancien gouvernement s'était engagé auprès de Bruxelles, c'était 0,9% de déficit. Là, on est à 2,4. Voilà. Le ministre de l'économie nous dit 1,6 et finalement on finit à 2,4. Donc il y a quand même une belle dérive par rapport aux attentes. Alors c'est comme toujours, on va dire oui, ça va faire des tensions politiques au sein de l'Europe va pas être content. Ok, je suis pas sûr que ça fasse peur beaucoup à la Ligue ou au mouvement 5 étoiles, c'est pas ça qui va les mettre en panique, hein, pour être honnête, je suis pas sûr que ça ait une pression très forte. La vraie pression, elle peut provenir que d'un endroit, c'est les marchés. C'est-à-dire, est-ce que les investisseurs internationaux, est-ce que aujourd'hui on est prêt à prêter de l'argent à l'Italie pour financer ce déficit, et est-ce qu'à un moment donné les investisseurs vont pas dire, est-ce qu'il y a un risque, est-ce qu'il n'y a pas finalement un risque que cette dette soit incontrôlable, qu'on ait des déficits trop importants. Donc ça sera ça le juge de paix. Donc finalement aujourd'hui c'est les taux italiens qu'il faut regarder, c'est le 10 ans italien. Si c'est tenable, ils vont le faire, ils vont le faire, ils n'ont pas de problème. Si les taux italiens montent à un niveau tel que ça devient intenable, là on aura un coup de frein immédiat. Donc c'est ça. Alors la seule chose, je dirais, qui est important aux yeux des investisseurs quand même, qui reste un élément important, c'est que l'Italie doit rester dans la zone euro. Et vous avez vu que quand même, on sait que la Ligue n'est pas fan de l'euro, on sait qu'ils aimeraient bien en sortir, le mouvement 5 étoiles aussi, donc c'est pas... Mais on a vu qu'ils ont quand même vite fait marche arrière quand il y a eu des craintes de sortie de l'Italie de l'euro, parce qu'ils savent que là le coût serait énorme, le coût économique serait énorme, c'est pas facile de revenir en arrière, et donc on voit que déjà il y a cet élément là. Donc ça maintient quand même les taux, parce que vous avez cette protection de l'euro, qu'on le veuille ou non, c'est la force de l'euro, c'est l'élément, vous êtes dans la zone euro, vous êtes quand même un petit peu protégé par ça. Donc ça c'est l'élément qui va peut-être éviter que les taux italiens, parce qu'ils auraient annoncé ça, il n'y aurait pas cette protection de l'euro, je pense qu'on aurait une dégradation beaucoup plus violente des taux italiens. Maintenant la question c'est, est-ce qu'ils vont vraiment monter de manière assez importante? Ça justifie une prime de risque, mais si c'est quelques points de base supplémentaires face à des taux qui restent en niveau très très bas, je pense pas que ça bloquera, et on regardera un petit peu plutôt l'impact que ça a sur l'activité, plutôt l'impact sur la consommation. Bon, on regardera plus les effets économiques finalement que l'aspect négatif de creusement du déficit public. Alors l'autre sujet d'inquiétude en Europe, c'est le Brexit. Quelle est votre opinion là-dessus? Est-ce qu'on va réussir à trouver un accord, et on parle peu finalement de l'impact, on entend les entreprises, notamment au Royaume-Uni, les voix des entreprises s'élever, mais on parle peu de l'impact pour l'Union européenne. Ça pourrait être vraiment dramatique? Alors, ça fait partie des éléments qui sont difficiles pour nous à intégrer, parce que c'est pas un risque, c'est une incertitude. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis incapable de mettre une probabilité. Par exemple, je peux vous dire quelle est la probabilité qu'il y ait une récession aux États-Unis, on regarde des indicateurs. Voilà, ça on peut essayer de l'estimer. Je n'ai pas dit qu'on aura raison, mais on peut l'estimer. Là, quelle est la probabilité qu'on soit sur un hard Brexit? Il y a même certains qui vont dire qu'il n'y aura pas de Brexit puisqu'on va refaire un référendum. Voilà. Même vu hier, deuxième tout est ouvert, on va dire. Ce qui fait que j'ai le sentiment, c'est un peu comme les résultats des élections politiques aujourd'hui.
Italie, avec l'arrivée de M. Trump, tout ça, c'est des choses qu'on a du mal à probabiliser, c'est des choses qu'on a du mal à appréhender. Donc moi j'ai le sentiment que les marchés aujourd'hui, ils attendent. Ils attendent déjà, est-ce que ça se réalise? Donc c'est binaire, c'est 0 ou 1, est-ce que ça se réalise ou pas? Par contre, si ça se réalise, si on est vraiment sur un Brexit, je pense que très clairement, il y aura des ajustements particulièrement violents sur les marchés. Parce qu'aujourd'hui, dans la valorisation des entreprises, on n'a pas intégré ce risque parce que on ne peut pas la probabiliser, on ne peut pas dire est-ce qu'il va survenir. Par contre, l'impact économique d'un Brexit peut être très violent. Alors on le voit déjà dans la communication des entreprises, c'est par exemple pour les constructeurs automobiles et anglais, c'est 3 000 € de plus pour le véhicule qu'ils vont vendre sur le continent européen, donc en gros c'est un vrai coût énorme, c'est un coût de déstabilisation énorme pour Airbus. Ils l'ont dit clairement, ils ne vont pas déplacer leur usine du Royaume-Uni dans l'Europe continentale comme ça du jour au lendemain, donc c'est un vrai coût de déstabilisation de la chaîne de production. C'est des coûts de stockage, c'est des délais de livraison plus longs, donc forcément c'est de l'argent qui est pour les entreprises des baisses de marge. Donc ça c'est un vrai élément d'incertitude, d'autant plus que s'il y a un Brexit, on n'a pas beaucoup de temps pour se préparer derrière. C'est-à-dire remettre en place des douanes physiques, que ça soit efficient et qu'il n'y ait pas eu des délais et que ça soit pas la panique. La meilleure preuve, c'est les craintes des Anglais d'être en pénurie de médicaments, c'est le crainte de Scotland Yard qui disait est-ce qu'il ne va pas y avoir des manifestations parce qu'il y a des pénuries. Donc on voit que les Anglais... Je ne sais plus quel constructeur qui a aussi acheté combien de moteurs pour être sûr. Voilà, c'est du stockage, c'est des coûts de stockage supplémentaires. Donc tout ça, c'est pour dire que c'est un peu paradoxal, c'est qu'on a des discours qui sont assez alarmistes en cas de hard Brexit, et puis on a l'impression que les marchés n'y réagissent pas. Et donc d'où le fait que moi j'ai le sentiment qu'on est face à une vraie source d'incertitude et une vraie risque de surréaction des marchés face à ça. Alors par contre, je pense que tant qu'on est en négociation, c'est un vrai élément qui pèse sur l'euro. Entre l'Italie et le Brexit, c'est deux facteurs aujourd'hui, puisque la guerre commerciale du côté des États-Unis, je pense qu'on va en faire une pause. Monsieur Trump a monté de 10% ses taxes. On va attendre le 31 décembre, on va attendre les négociations, on va attendre les élections du mid-term aux États-Unis. Donc on n'a plus cette problématique pour. Ça va même se régler d'ici à la fin de l'année. Voilà, mais en tout cas, on n'est pas sur une actualité chaude sur l'histoire de la guerre commerciale, même si on voit les marchés ne paniquent pas, les Chinois ne parlent pas à M. Trump, M. Trump fait tout pour que les Chinois ne lui parlent pas de toute façon, en les accusant d'affecter la campagne électorale, de vouloir truquer la campagne. Voilà, quand on accuse quelqu'un comme ça, il ne va pas venir devant la table pour discuter. Donc on va dire que là on est en point mort sur tout ce qui est guerre commerciale entre guillemets entre la Chine et les États-Unis jusqu'au mid-term, et puis les Chinois ils renégocieront en fonction de position de force à Washington de M. Trump et s'il a ou pas gagné les élections. Donc je pense qu'on est sur une pause. Par contre là on a un vrai élément un peu négatif pour l'euro qui sont ces négociations autour du Brexit et cette actualité autour de l'Italie. Donc attention, c'est quand même encore un vrai élément de soutien de dollar encore pour les prochains mois, cette actualité européenne, parce que ça veut dire aussi qu'en termes de performance relative, on est quand même sur une vraie prime de risque encore qui va persister sur les actifs européens risqués, parce que c'est vraiment des choses qui aux yeux des investisseurs internationaux brûlent un petit peu notre vision de l'économie européenne. Est-ce que vous avez l'impression que les marchés actuellement, alors je ne parle même pas des indices américains, mais les marchés européens sont un peu décorrélés, leur valorisation est un peu décorrélée de la réalité économique, parce qu'on voit ils sont quand même dans le déni des risques qui pourraient intervenir à cause du Brexit ou encore avec la dette italienne. Est-ce qu'il y a une décorrélation ou non, ou finalement non, ça reflète bien la bonne santé de l'économie dans la zone euro mais je pense voilà, le problème c'est parce qu'on est face à des incertitudes et pas des risques. Et les incertitudes, on ne peut pas les coter. Parce que si je vous dis par exemple qu'il y a un Brexit, franchement, alors je n'ai rien contre eux, mais l'action Airbus, aujourd'hui, elle va baisser énormément. Si vous prenez, c'est la communication financière de Airbus qui parlait de catastrophe si on était sur un Brexit. Donc ils le disent eux-mêmes dans leurs documents. Donc je pense qu'il y a un niveau de valorisation qui n'est pas du tout justifié aujourd'hui. Mais je me mets à la place des investisseurs. Est-ce que je vais vendre aujourd'hui Airbus, qui est plutôt une bonne société, qui sort des bons résultats, qui n'est pas forcément... S'il n'y a pas de hard Brexit, si on négocie quelque chose et que ça ne se passe pas trop mal, donc c'est ce côté... Vous me dites, est-ce qu'il y a une probabilité que l'économie européenne ralentisse, que ça pèse un petit peu sur les profits et qu'au lieu d'une croissance de 10% des profits, je fais que 8 ? Ça, je peux l'intégrer dans ma valorisation. Mais là, je suis sur un choc qui est très violent et s'il ne se passe rien, j'aurais vendu pour rien. Donc, je comprends qu'aujourd'hui, c'est très difficile à coter, c'est très difficile à appréhender. Ce qui veut dire aussi, c'est un peu comme on a vu avec les élections, les résultats des élections, c'est que la réaction peut être très violente si jamais on voit que c'est un échec. Mais attention, parce que c'est vrai qu'on a cette impression de dire le marché ne réagit pas, n'anticipe rien.
rien. Donc c'est pas un vrai risque. Si c'est une incertitude qu'il va falloir prendre en compte au jour, mais si ça se réalise pas, c'est vrai qu'on aurait tort aujourd'hui de l'arbitrer. Donc on est en phase d'attente et c'est très frustrant parce que c'est très difficile à mettre dans une allocation d'actifs et c'est très difficile d'avoir de la valeur ajoutée parce que derrière on va dire bon je vais attendre que Madame May nous communique. Je pense que même elle-même elle sait pas probabiliser le risque de hard Brexit, donc on va attendre les négociations et on est dans ces flux d'actualité et finalement on réagira à mon avis le moment venu. Merci beaucoup Christian Parizeau, économiste en chef et responsable de la recherche chez Aurel BGC.